Bonjour à tous, cette semaine, une mini-série sur les fibres optiques sous-marines, sur les câbles qui traversent nos océans. Et dans cette première vidéo, on va se concentrer pour essayer de regarder un petit peu l'anatomie de ce réseau. Qu'est-ce que c'est que ce réseau? Comment il fonctionne? Quels sont les enjeux qui sont derrière ce réseau? Puis après, on aura plusieurs autres vidéos pendant les prochains jours de la semaine pour essayer de creuser encore plus ce sujet stratégique. Jingle! Alors notre mini-série, effectivement, va parler des câbles sous-marins et on va s'apercevoir que c'est un peu la face cachée d'Internet, la face cachée finalement très fragile d'Internet et puis on va essayer d'en découvrir tous les tenants et aboutissants. Pour commencer, forcément, on va partir de l'actualité très récente et puis on va aller regarder un endroit bien particulier de la planète actuellement qui est en conflit entre les États-Unis d'un côté et l'Iran de l'autre. Et forcément, cette partie de la planète, c'est le détroit d'Ormuz. Je pense que si vous allumez la télévision en ce moment et que vous tombez sur un journal d'info continue ou même le journal télé le soir ou le midi, vous ne pouvez pas passer au travers de l'information dans cette zone bien spécifique de la planète. Mais moi, ce que je vais vous montrer, c'est qu'effectivement, sur cette carte, on voit, au-delà de ce qu'on peut voir en surface, les pétroliers, le conflit visible sur la surface des mers, il y a des enjeux extrêmement forts sur ce qui se passe en dessous des mers, c'est-à-dire toutes les fibres optiques qui traversent ce détroit, qui arrive en premier lieu sur les côtes des Émirats arabes et après qui remonte jusqu'au Koweït, au Bahreïn, au Qatar. Et donc effectivement, il y a ce qu'on voit à l'extérieur, le conflit très visible, mais il y a aussi ce qu'on ne voit pas sous les mers. Et voilà, il était important de commencer à montrer à quel point la fibre optique, c'est un élément stratégique dans un paysage géopolitique. Alors on va essayer de regarder ça avec encore une approche un peu différente. Très clairement, 99% du trafic Internet mondial passe sous vos pieds, enfin sous les océans. Et personne n'en parle. On a l'impression qu'Internet, c'est quelque chose de presque intangible. C'est absolument pas intangible. Vous pensez que Internet, ça passe dans les nuages. Alors effectivement, avec les satellites maintenant, avec des réseaux comme Starlink par exemple, effectivement, ça passe même presque dans l'espace pour le coup. On avait déjà parlé de ce sujet et on y reviendra sur ce sujet pendant ce cycle de vidéos. Mais en réalité, une grosse partie d'Internet rampe au fond des océans. Alors, on continue avec un petit peu les chiffres, les chiffres concrets qui nous expliquent vraiment les enjeux autour de la fibre optique. 550 câbles, en gros, actuellement, au fond des océans, dans les fonds marins de notre planète. Et c'est sur ces câbles, au fond des océans, que, en gros, Internet circule. L'argent, les valeurs, les informations, vos informations, tout ça, ça circule en rampant sur le fond des mers. 1,6 million de kilomètres. C'est-à-dire, quand on connaît la taille de la Terre, vous vous rendez compte qu'on arrive à faire quelques tours quand même. Et on va le voir de façon assez visible sur certaines cartes. 10 000 milliards de dollars de transactions financières par jour. Forcément, c'est tout ce qui circule sur Internet. On l'a dit, c'est quasi la totalité du trafic Internet. Donc forcément, les sommes, les valeurs qui circulent sous les mers en permanence sont pharaoniques. Donc, c'est un réseau silencieux, presque invisible, et c'est ce que j'ai voulu aussi vous montrer, mais ça transporte l'économie mondiale, pas l'économie d'un pays ou de quelques pays, non, l'économie mondiale. Toutes les communications, qu'elles soient diplomatiques, militaires, économiques, vos propres communications, tout circule sur ces câbles et traverse les océans. Donc, maintenant, si on se concentre un petit peu sur la problématique, est-ce qu'Internet, c'est aussi solide qu'on veut bien le croire? Et puis, finalement, sur ce cycle de vidéos, là, on va commencer sur la première partie, mais on va avoir effectivement plusieurs... 4 grandes questions qui vont guider l'ensemble des épisodes de cette mini-série. Qui contrôle les câbles? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Et à quel prix politique
on contrôle ces câbles. Ensuite, on regardera demain quelle est la vulnérabilité globale, quelles sont les vulnérabilités de l'ensemble de ces fibres optiques et de la façon de transporter l'information sur ces fibres optiques, qu'elles soient physiques ou stratégiques. Ensuite, on reviendra dans l'espace, on refera un petit retour sur le cycle qu'on avait fait sur les enjeux de l'espace et de regarder à quel point l'espace peut prendre le relais en cas de problème sur les communications terrestres. Et on va voir qu'elles ne sont pas du tout du domaine de l'hypothèse, ces problématiques, mais du coup à quel coût. Et puis, enfin, on essaiera de se dire... on est citoyen de la planète, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles actions on peut faire déjà en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'entreprise, en tant qu'État, et qu'est-ce qu'on peut attendre de nos États, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'ensemble des structures qui nous gouvernent. Alors on commence sur le sujet concret de la vidéo d'aujourd'hui, par la découverte de l'anatomie finalement de ce réseau qui est un petit peu invisible, et on va essayer de mieux le comprendre. Donc, commençons par le b.a.-ba. Un câble, une fibre optique, qu'est-ce que c'est? Alors c'est moins épais qu'un tuyau d'arrosage, alors pas tout à fait, vous le verrez, c'est plutôt des gros torons de plusieurs fibres optiques qui sont regroupées, qui sont posées par les câbliers, les bateaux câbliers, mais au final, le câble d'une fibre optique ou d'un faisceau de fibre optique, c'est quelque chose de pas plus gros qu'un tuyau d'arrosage. Comment c'est construit? C'est construit finalement de façon assez simple. Mais avant qu'on regarde comment c'est construit, une fibre optique, finalement, c'est moins épais qu'un tuyau d'arrosage, mais c'est plus stratégique qu'un porte-avions. Donc qu'est-ce qu'on fait circuler sur ces fibres optiques? Le débit, c'est jusqu'à 350 terabits par seconde sur un seul câble. La durée de vie, en gros, c'est entre 20 et 25 ans. Et puis, finalement, quand on fait un petit peu le tour de toutes les fibres qui traversent les océans, on est sur une profondeur moyenne de pose qui est aux environs de 3500 mètres. C'est aussi compliqué de descendre à ces 3500 mètres que d'aller dans l'espace, d'un point de vue de la survivabilité de l'homme et des conditions pour l'activité de l'homme à ces profondeurs. Donc, on regarde plus en détail notre fibre optique. Donc, si on regarde bien, on va essayer de regarder chaque élément. D'abord, on a la fibre en elle-même. C'est vraiment ce qu'il y a tout au centre. C'est tout petit, c'est pas plus épais qu'un cheveu. Et c'est ce qui va permettre de faire circuler l'information. Ensuite, il y a une gaine en acier torsadé qui constitue la résistance mécanique. Alors en plus, comme c'est en des taurons, forcément la résistance mécanique est accrue par la multiplication des fibres qui sont mises dans ce tauron. Mais quelque part, cet acier torsadé va donner une résistance mécanique beaucoup plus forte à la fibre optique. Pour améliorer encore le fonctionnement et la durée dans le temps, on va mettre la fibre optique et sa première gaine à l'intérieur d'un gel protecteur d'isolation qui va en plus avoir une fonction élastique pour permettre d'absorber des secousses, des mouvements qui seraient potentiellement susceptibles d'abîmer la fibre s'il n'y avait pas cette structure élastique. Et enfin, autour de tout ça, il y a une gaine en polyéthylène, la gaine externe, qui va effectivement rendre étanche la fibre en elle-même, mais finalement, on n'a pas les problématiques de cohabitation avec l'eau d'une fibre optique, alors si on l'a d'un point de vue de la résistance, mais pas d'un point de vue du fonctionnement. Donc ça, c'est notre fibre optique. On a regardé, finalement, je pense que c'est pas très loin de la fibre que vous avez chez vous, sauf qu'effectivement, il n'y a pas cette partie gel sur la fibre, parce que la vôtre, on espère qu'elle va être un petit peu moins martyrisée. Après, ça, c'est pas complètement vrai. Hein. Les fibres dans les foyers, enfin celles qui connectent la box jusqu'au mur, il y en a certaines qui morflent régulièrement. Et alors, quand ça morfle, c'est mort. Hein. Alors, on revient un petit peu sur la carte du monde. Et puis, voilà, ce que je vais vous dire, c'est que vraiment tout le monde devrait avoir une vision un peu objective de ce qui est le maillage d'Internet et de montrer effectivement que on voit des gros agglomérats, des grosses autoroutes. On voit effectivement que la planète n'est pas desservie de façon équitable. On voit qu'il y a des gros pôles dans lesquels il y a des masses importantes de fibres qui partent et qui connectent des continents les uns par rapport aux autres, mais il y a des zones qui sont plus blanches. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on voit ?
on voit des autoroutes numériques entre les continents. On voit ces fameux points de concentration, donc il y a typiquement ceux de la côte américaine, côte est et côte ouest américaine, et la desserte de l'Amérique du Sud. On voit le détroit de Malacca, on y reviendra hein, sur ce détroit. On voit la mer Rouge, qui effectivement est aussi une zone de concentration. Et puis enfin l'Europe. Et on voit effectivement qu'il y a un gros flux entre l'Asie et les États-Unis, et un gros flux entre l'Europe et les États-Unis. Donc quelque part, on est obligé d'admettre que les États-Unis sont au centre de ce maillage, et on le comprend parce qu'historiquement, c'est un peu le berceau d'Internet, alors pas complètement, hein, il a été agrégé à des réseaux européens, mais quelque part, ARPANET est bien une initiative initialement américaine, et il faut bien comprendre effectivement qu'en plus, on va le voir dans ces vidéos, les infrastructures logicielles et technologiques qui exploitent ces fibres, on va voir qu'elles sont effectivement encore très captives vis-à-vis du continent américain. Alors, je le disais aussi, il y a des zones blanches, hein, l'Arctique, certaines côtes africaines, certaines côtes sud-américaines. Vous voyez, quand on descend vers l'Argentine, effectivement, il y a des endroits où la fibre ne descend pas. Mais par exemple, le Canada aussi, il y a très peu finalement de fibres optiques qui circulent. Alors, ce que vous ne voyez pas, et ce qu'on va essayer de regarder peut-être plus en détail dans ce cycle de vidéo, c'est qui les finance, qui les surveille, et qui peut potentiellement les détériorer, les couper, enfin nuire au bon fonctionnement de l'ensemble de ce maillage. Donc, avant de continuer sur ce cycle, là, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de regarder un petit peu le marché des câbles. Et pour commencer, on va regarder ceux qui les fabriquent, les bâtisseurs, et quelque part aussi ceux qui les posent et ceux qui en font la maintenance. Ceux qui fabriquent et déploient l'infrastructure physique d'Internet. Qui c'est qu'on va trouver ? On va trouver des leaders industriels, avec, là j'ai essayé de me baser sur les parts de marché de 2024, donc on a Subcom aux USA, donc c'est l'un des leaders sur les volumes de fibres posées, mais là on parle de gens qui les fabriquent, et puis après on a aussi peut-être le champion actuel, le leader, ASN, Alcatel Submarine Network. ASN, ça appartient à la France, alors finalement, on va voir que ça a été racheté et renationalisé par la France, on y reviendra. C'est le champion européen, mais quelque part, maintenant, c'est presque un champion mondial aussi. On a aussi NEC, pour tout le marché asiatique, d'origine qui vient du Japon. Et puis, pour la partie asiatique, il y a la Chine aussi, évidemment, avec HMN Tech, et puis c'est l'ex-Huawei Marine. Donc ça, ils sont 4e mondial, et c'est en forte croissance dans les zones. On en avait parlé aussi quand on avait fait le sujet sur les satellites, sur les fameuses routes de la soie numériques, entre Afrique, Asie, la jonction Afrique-Asie. Et ça, malgré effectivement un cadre avec des tensions et donc des sanctions vis-à-vis des US. Il faut aussi regarder ceux qui maintiennent ces fibres. Et là, il y a finalement les pompiers du net, ceux qui vont venir réparer. On va voir qu'il y a vraiment un vrai défi sur le sujet. En premier lieu, il y a Orange Marine, et c'est aussi français. Hein. On voit qu'il y a 2 grosses structures françaises sur le marché des fibres optiques, et sur la partie maintien des fibres optiques, on a Orange Marine. Et enfin, on a aussi une autre société européenne. Donc on voit que l'Europe est extrêmement bien positionnée sur la partie maintenance de la flotte de câbliers, mais aussi la maintenance des fibres en elles-mêmes, avec Global Marine et tout ce qui va être du domaine de la maintenance critique des liaisons transatlantiques. Donc, l'enjeu, il est énorme. La flotte mondiale, effectivement, en plus, alors il y a du renouvellement, toutes les sociétés, elles essayent de renouveler, mais il y a quand même, effectivement, une 60aine de navires spécialisés, et on est actuellement sur des temps de réparation moyens après un sabotage ou un accident. Alors, un sabotage, c'est évidemment pas systématique, mais plutôt du domaine de 1 à 3 semaines. Ça vient du nombre de bateaux, du temps de déploiement du bateau, et puis après de la mise en action de tout ce qui est nécessaire pour réparer la fibre. Et là, on parle de personnels qui sont extrêmement spécialisés, extrêmement compétents, et un savoir-faire qui est très particulier dans lequel, vous pouvez le voir, la France est très bien positionnée.
Alors par contre, ce qui est important de regarder, c'est les commanditaires et le marché. Et là, c'est un peu différent. Là, on va regarder ceux qui financent et contrôlent les flux. On va retrouver, si on regarde les chiffres clés du marché, une valeur de marché qui est environ de 32 milliards d'US dollars en 2024, avec une croissance annuelle de 10% sur les prévisions depuis 2025 jusqu'à 2030. On fait un petit rappel des volumes, hein, plus de 550 câbles en service et environ 1,6 million de kilomètres. Ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est qu'effectivement, il est à l'usage des hyperscalaires, des over-the-top, comme Google, Meta, Microsoft et Amazon, qui consomment désormais plus de 70% de la bande passante mondiale. Forcément, des sociétés comme Amazon, avec AWS, ils hébergent la moitié d'Internet. Donc rien que déjà ça, on se rend compte que forcément, le trafic les hyperscalers vont être omniprésents sur le trafic et les données qui circulent sur ces fibres optiques. Ce qui est extrêmement important, intéressant, c'est que ces hyperscalers sont passés de 10 à 70% en 10 ans. Et ça, c'est quand même effectivement un élément important qu'il faut qu'on souligne, qui va expliquer finalement ce grand basculement. Hier, dans les années, il y a plus de 10 ans, 10-15 ans, effectivement, on était sur un modèle qui était plus basé sur un modèle consortium. Et il y avait 15 à 30 opérateurs télécoms, pour le coup, qui se partageaient un câble. Et effectivement, l'ensemble du réseau de fibres était plus petit. Et en gros, il était la propriété des opérateurs télécoms. Et maintenant, c'est terminé. On est rentré dans un modèle strictement propriétaire. Et c'est les GAFAM, et notamment ce qu'on a vu, l'ensemble des hyperscalers, qui financent leurs câbles. Par exemple, il y a Equiano de Google, mais clairement, maintenant, ils sont propriétaires de la majorité du parc de fibres optiques, parce qu'effectivement, ils se sont vite rendus compte que c'était leurs données qui circulaient dessus, et qu'ils ne voulaient pas prendre de risques, et que du coup, ils font gérer la maintenance et traiter la maintenance de tout ce réseau par des sociétés qui sont déjà équipés et puis finalement qui sont presque leurs prestataires sur ce domaine-là. Nous sommes leurs prestataires et finalement c'est eux qui tirent le bénéfice de ces câbles et qui les possèdent. Donc clairement là l'objectif pour les hyperscalers, pour les GAFAM, c'est un objectif de maîtrise totale de la latence pour les enjeux de l'IA, pour le cloud, et de réduction de la dépendance aux tarifs des opérateurs historiques. À un tel point, effectivement, que maintenant, c'est plutôt eux qui régissent une grosse partie de la tarification globale de tout ce qui circule sur Internet. Il y a donc effectivement des enjeux géopolitiques et écologiques qui sont très très forts autour de la fibre optique. L'infrastructure, on peut la considérer comme une arme et son impact environnemental, il est très très fort. Donc, clairement, actuellement, mais vous devez le sentir, on est un petit peu dans une démarche de guerre froide, non plus vers la Russie. La Russie, en ce moment, elle a plutôt des signes d'instabilité, des signes de faiblesse, et on le voit par rapport à la difficulté qu'il peut y avoir sur le conflit avec l'Ukraine, mais aussi quelque part sur les signaux qu'on peut avoir, et dans les informations les plus récentes, on voit que Poutine est sensibilisé. On est plus maintenant sur une guerre froide numérique entre les USA et la Chine. On l'a vu, cette guerre froide, elle est déjà très mesurable sur l'espace, mais elle est aussi clairement mesurable sur les enjeux autour des fibres optiques. Donc par exemple, on a le sujet des câbles Clean Network, hein, les USA qui bloquent systématiquement tout projet de câble direct entre les USA et la Chine ou Hong Kong, et qui oblige des redirections vers Taïwan ou vers les Philippines. Et puis on a des hypothèses assez concrètes de sabotage et de problématiques de résilience, voire des choses très concrètes, notamment, et on va le regarder un peu après cette région particulière, ou demain, les incidents majeurs en mer Rouge en février 2024 et en mer Baltique en novembre 2024. Et effectivement, on voit la fragilité que peuvent avoir ces câbles. Encore une fois, hein, c'est des choses qui ont le diamètre d'un tuyau en tauron, mais quelque part, la fibre en elle-même, elle est finalement petite. Et puis, on se rend compte que ça devient des points critiques pour la sécurité nationale. Il y a aussi des enjeux écologiques, on va un petit peu les regarder, hein.
finalement, on s'aperçoit qu'il y a des problématiques sur le bilan carbone, hein. Le bilan carbone, il est faible par rapport au data center, mais il est réel dans la fabrication. Les besoins en acier, les besoins en polyéthylène, et tout ce qui va être carburant, ressources, construction de l'ensemble de la flotte de bateaux, et des mouvements et des déplacements et de l'utilisation de cette flotte de bateaux qui posent des problématiques aussi d'un point de vue du bilan carbone. Très clairement, enfin c'est pas du tout représentatif par rapport aux enjeux carbone d'autres sujets, vis-à-vis des data centers par exemple ou de l'espace comme on avait déjà pu voir. Il y a les problématiques par contre autour de ce qui est impact sur la sédimentation et les sédiments. L'enfouissement des câbles, ça peut perturber le stockage naturel de carbone dans les sédiments marins. Et c'est estimé à entre 2,8 et 11 millions de tonnes de carbone organique qui sont perturbées mondialement par l'intervention et la mise en place des fibres optiques. Et enfin, et on va rentrer dans ce défi, puisque vous l'avez vu, hein, les fibres optiques, la durée de vie, c'est entre 20 et 25 ans. On va rentrer dans des problématiques d'enjeux majeurs sur les câbles qui vont devenir obsolètes. Qu'est-ce qu'on va faire de ces câbles obsolètes ? Probablement qu'il va y en avoir une grosse partie qui vont être laissés. Et il y a déjà une grosse partie qui a été laissée au fond des mers. Et ça ne peut faire que continuer. Alors, c'est une infrastructure invisible. Et c'est aussi le support d'une infrastructure, elle aussi, finalement, presque assez intangible, et toute la partie logicielle. Pour que tout ça fonctionne, il faut aussi, et pourquoi je le souligne, c'est pas pour faire un exposé sur la partie logicielle d'Internet. Clairement, c'est même pas, je vais même pas balayer le dixième de ce qui est nécessaire pour la compréhension globale du fonctionnement d'Internet d'un point de vue logiciel, mais on va parler des DNS, on va parler des core routers et effectivement tous les équipements qui viennent matérialiser Internet et enfin construire l'utilisation physique concrète d'Internet sur ces fibres optiques. Et on peut l'envisager comme une infrastructure, comme une arme, et puis regarder son impact environnemental. On a effectivement les core routers, c'est l'aiguillage mondial d'Internet. Et là, on a un marché qui, en 2026, est en gros un duopole entre Huawei pour 30% et Cisco. Cisco, effectivement, c'est reconcentré sur la partie plus Internet, circulation globale de la donnée sur Internet et non plus sur les routeurs au plus proche des entreprises. Effectivement, son marché est maintenant beaucoup plus un marché au niveau des backbones et des grandes dorsales d'information. Et puis Huawei se positionne aussi sur ce sujet. Mais par contre, en ce moment, ils sont sensibilisés par des acteurs comme Juniper. Et puis, on voit qu'il y a d'autres acteurs qui pointent leur nez. Il y a des enjeux de sécurité logique, hein. Clairement, BGP, le protocole de routage de bordure qui est utilisé entre les différents systèmes autonomes sur Internet, c'est quelque chose qui a à la base pas été fait pour le niveau de sécurité et les enjeux de transport de valeur qu'on a maintenant sur Internet. Et puis avec l'IA maintenant, on peut effectivement se poser des questions et peut-être avoir le droit d'être un peu inquiet. Parce qu'effectivement, on va pouvoir aller en attaquant ces grosses dorsales, ces gros backbones, on va être en mesure de pouvoir détourner de façon visible ou invisible des flux complets étatiques ou des quantités astronomiques d'informations, puisque c'est ce qui circule sur ces gros backbones. On a aussi le sujet des DNS racines, les fameux root servers. Pourquoi je parle de ces root servers ? Vous allez me dire, c'est un peu lointain du sujet des fibres optiques. Bah, pas tout à fait, parce qu'en fait, ça matérialise bien le fait qu'il y a encore une mainmise des États-Unis, parce que, en gros, 13 clusters de A jusqu'à M sont sous l'égide de l'ICANN, et le déploiement en 2026 des nouvelles clés de confiance des NSSEC pour sécuriser, elle se fait effectivement avec une empreinte forte des États-Unis par-dessus. Il y a quand même effectivement des exceptions, hein, NetNode pour la Suède, Wide pour le Japon, le RIPE-NCC pour l'Europe, qui sont hors juridiction directe des US, mais alors est-ce qu'il n'y a pas quand même effectivement une tutelle ? Si, bien sûr que si, et on voit encore une fois que les États-Unis sont omniprésents sur les enjeux stratégiques d'Internet.
Par contre, il faut regarder ce qui se passe vis-à-vis de la Russie et de la Chine, et quelque part avec l'ensemble des BRICS. Ils ont achevé la mise en place de leur propre structure DNS souveraine et isolée, et ils sont capables de se débrancher de l'Internet international et finalement de s'isoler dans un Internet national en cas de conflit. Et on le voit, hein, la Russie le fait. Alors je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée de Poutine actuellement, mais on voit qu'ils sont en mesure finalement de couper. Alors pour le russe lambda, ils ont carrément tout coupé. Comme ça au moins ça simplifie les choses. Alors, on va en rester ici pour cette première vidéo, et la prochaine fois, demain, on va regarder une infrastructure, on va essayer de voir en quoi c'est une infrastructure fragile dans un monde instable. Je pense qu'on a déjà commencé largement à voir ce sujet. Mais en tout cas, à demain!